Bonjour, je suis Patrick Samir Alabobi. Je vais vous présenter un développement pour l'agrégation de mathématiques pour l'oral. Ça va concerner la méthode de Casey-Newton qui va nous permettre d'inverser une matrice. Alors on va prendre une matrice A qu'on va chercher à inverser. Donc c'est une matrice carrée de taille n et un petit a, un réel, qui va nous permettre de paramétrer la suite suivante. Donc pour tout m appartenant à n, on a xm qui est une matrice de mn de R qui est définie de la manière suivante: xm plus 1 est égal à 2xm moins xm à xm. Alors, cette récurrence, on s'est inspiré justement de la méthode de Newton pour pouvoir définir cette récurrence-là. Et on va également poser le premier terme de cette suite. On va se servir de notre paramètre a, transposé de la matrice qu'on souhaite inverser. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, on cherche, ça va être tout le sujet en fait du développement, à montrer que la suite des xm va tendre vers l'inverse de a. Pour certaines valeurs de notre paramètre a que l'on va déterminer. Alors pour nous aider à faire ça, on pose une suite UM. Vous allez comprendre pourquoi je prends l'indice n et pas n. C'est pour pas se confondre. Pour tout m appartenant à n, UM, il sera égal à la matrice identité, donc c'est justement pour ça qu'on ne veut pas confondre, moins AXM. XM étant la suite qu'on a définie précédemment. Dans un premier temps, on va chercher à calculer U0. Alors, U0, on se sert de cette relation récurrence. U0, c'est égal à la matrice identité moins AX0. Or, on a fixé x0 ici. Ça nous donne in moins, donc on a petit a, bien faire attention au fait que ces deux matrices ne commutent pas nécessairement. Et on va poser a transposé de a comme étant la matrice S. Elle est intéressante parce qu'elle est symétrique. Ensuite, on va chercher à déterminer la relation de récurrence de cette suite UM. Alors, donc soit m appartenant à n, on a um plus 1, on se sert de cette relation de récurrence, c'est l'identité, moins a xm plus 1. Alors, xm plus 1, on a la relation de récurrence ici, donc on va remplacer. Ça nous donne 2xm moins xm à xm. Ici, on va distribuer le a. On a alors moins 2axm plus axm axm. Maintenant, c'est une petite astuce, on va casser ce 2axm. On a in moins axm, moins axm encore une fois, plus la quantité restante. Ce qui est intéressant, c'est que ici on retrouve notre fameux UM qui était là. Et ici, on va factoriser par AXM. On a UM moins AXM, facteur de la matrice identité, moins AXM.
c'est magique, on retrouve encore UM. Cette fois-ci, on va pouvoir factoriser par UM à droite. On obtient la matrice identité moins AXM, UM. Ici, on a bien UM. On a donc bien prouvé la relation de récurrence suivante, que pour tout n appartenant à n étoiles, parce que j'ai déjà donné le U0, on a, bon, on peut laisser n, hein, c'est pas un problème, UM plus 1, qui est égal à UM fois UM, c'est-à-dire UM au carré. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est étudier la convergence de cette suite. Donc cette suite, pourquoi on l'a posée? Le but, on rappelle qu'on s'inspire de la méthode de Newton, c'est que cette suite tende vers 0 pour que la suite xn à son tour tende vers l'inverse de A. Donc ici, on va déjà, pour parler de convergence, munir Mn de R de N2, qui est norme subordonnée à la norme quadratique sur Mn de R. De toute façon, ici, on travaille dans un espace vectoriel normé du coup en dimension finie, donc la convergence, peu importe qu'elle soit sur la norme 2 subordonnée ou quoi que ce soit. Donc on préfère la prendre subordonnée, pourquoi? Parce qu'elle a le bon caractère d'être sous-multiplicative. Ici, on montre assez rapidement par une récurrence. On a que la norme 2, donc pour M un entier, la norme 2 de UN, elle est inférieure ou égale à la norme 2 de U0 puissance 2 puissance M. Donc ça se montre facilement par récurrence. Et ici, pour qu'on puisse avoir une convergence de la suite des UN vers la matrice nulle, il faut que la norme 2 de U0 soit strictement inférieure à 1. Donc, pour certaines valeurs de A, qu'on va déterminer par la suite, on a la norme 2 de U0 qui est strictement inférieure à 1. Si la norme 2 de U0 est strictement inférieure à 1, dans ce cas-là, ma suite UN va tendre vers 0. Quand M tend vers puissance, évidemment, va tendre vers le 0 des matrices de Mn de R. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va essayer de passer de la suite UN à la suite des Xn. Pour cela, on pose une application phi qui va de Mn de R dans Mn de R, qui a toute matrice carrée réelle U associe A-1 IN moins U. Alors, cette application phi, on aimerait qu'elle soit continue, et on va montrer qu'elle est continue d'ailleurs. Comme ça, grâce à la caractérisation séquentielle de la limite, on va pouvoir déterminer la convergence également de la suite Xn. Alors, on va montrer le caractère K lipschitzien de cette application phi. Donc, soit UV de matrice carrée réelle. Alors, norme 2 de phi de U moins phi de V, c'est égal à... Alors, on remplace phi de U, on a A-1 IN moins U moins A-1 IN moins V. On factorise par A-1, on a la norme 2 de A-1 de IN moins U
moins in plus v. On obtient norme 2 de a moins 1, v moins u. Or, la norme 2 est la norme subordonnée à la norme quadratique, elle est donc sous-multiplicative. Du coup, on peut dire que ça, c'est inférieur ou égal à norme 2 de a moins 1, norme 2 de v moins u, qui est aussi la norme 2 de u moins v. Et si on pose que ça, c'est k, on a bien le caractère k-lipschitien de l'application phi. C'est une application qui va d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un autre espace vectoriel normé de dimension finie. Donc, cette application est continue. Donc, phi est continue. Alors, on a que la limite quand m tend vers plus l'infini de phi de un, c'est phi de la limite de la suite un, sachant qu'on a montré qu'elle tendait vers 0. Alors, ça veut dire que ça, c'est égal à phi des 0 de mn de r. Or, phi des 0 de mn de r, on montre bien que c'est égal à a-1. Si on remplace ici, on a bien a-1. Or, il est facile de montrer que phi de um pour tout m appartenant à n, je vais l'écrire. Phi de um est égal à xn. C'est comme ça qu'on a on a créé phi. On a donc que xn tend vers a-1, c'est QFD, pour la première partie de notre développement. Donc je rappelle ici, on cherche à montrer que la suite de xn tend vers l'inverse de a, et maintenant c'est ça la question. Pour quelle valeur de a on va avoir cette convergence? On rappelle que nous, on a dit que pour certaines valeurs de a, on a la norme 2 de u0 qui est strictement inférieure à 1. Ce u0 là, on va s'y intéresser de plus près. Alors, on a dit que u0, c'était égal à l'identité moins as. Et s, c'est égal à a transposé de a. Alors, on va déjà s'intéresser à s. On sait que c'est une matrice symétrique réelle. On peut le montrer très rapidement. Transposé de s et transposé de a, transposé de a. Et là, on retombe bien sur a transposé de a, qui est s. Comme nous le dit le théorème spectral, cette matrice S, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et en fait, si je m'intéresse à n'importe quel... donc on va déjà poser. Ah non, on ne va pas encore les poser, autant pour moi. On va s'intéresser à ces valeurs propres. Donc, soit x, un vecteur propre de S, et lambda, sa valeur propre associée. Alors, on va voir ce qu'on peut en sortir. S de x est égal à lambda x. Moi, je cherche à montrer qu'en fait, les valeurs propres, elles sont strictement positives. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... voilà, je vais multiplier à gauche par transposé de x, et je vais réécrire S comme étant A transposé de A. Il reste 1 minute. Waouh, oui. Alors, ici, on peut écrire ça autrement, c'est A, c'est transposé de A x, transposé de A x égale à lambda transposé de x, x. Sur Rn de x, ici, on retrouve bien la norme, ce qui nous donne ax au carré égale à lambda x au carré. Or, x est un vecteur propre, il est donc non nul. On peut donc écrire lambda ax. Pardon, j'ai oublié d'écrire. Il y a un carré qui est parti. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon, justement. Voilà, qui est strictement positif. Donc, on va pouvoir ranger toutes les valeurs propres de S.
Si, comme S est symétrique, alors U0 l'est également. Il suffit de transposer, on voit bien qu'elle est symétrique. Elle est donc diagonalisable dans une base orthonormée. Et ses valeurs propres, elles auront... donc, les valeurs propres de U0 seront... On a 1 moins A lambda 1, inférieur ou égal à 1 moins A lambda 2, 1 moins A lambda n. On sait que la norme 2 de U0, étant donné qu'elle est symétrique réelle, elle est égale à son rayon spectral. Et en fait, justement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la norme 2 de U0 soit strictement inférieure à 1, donc que son rayon spectral soit strictement inférieur à 1. Il faudrait donc que toutes ces valeurs propres soient comprises entre moins 1 et 1. Pour cela, sachant qu'on a pris... ah oui, on a le droit d'écrire ça pourvu que A soit strictement positif, évidemment. Sinon, on n'a pas... Ok, donc ça veut dire que ici, on peut prendre A dans 0, 2 sur lambda 1, c'est suffisant pour que cette condition soit remplie. Et comme on ne peut pas calculer lambda 1 directement, ou alors on peut, mais ce sera avec beaucoup de calculs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du fait que la trace de S, elle est égale à la somme des valeurs propres, vu qu'elle est diagonalisable. Donc trace de S, c'est égal à la somme de ses valeurs propres, qui sont toutes strictement positives. Donc ça, c'est strictement plus grand que lambda 1. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que si on prend A dans cet intervalle, un intervalle encore plus restreint et qui nous permettra de ne pas avoir à calculer le lambda 1, c'est de prendre A dans 0, 2 sur la trace de S qui est A transposé de A. Merci. On va passer aux questions. On est sur R, là. Donc, on est parti d'une matrice inversible, une matrice inversible réelle. Qu'est-ce qui fait que R marche particulièrement bien? Est-ce qu'on aurait pu faire ça? Parce que cette suite, telle qu'elle est définie, on peut l'imaginer sur un autre corps. Oui, bien sûr. En fait, le fait que ici A soit une matrice réelle, ici ça va intervenir où dans notre raisonnement? Sur le fait qu'elle est symétrique et que du coup, comme elle est ici, la matrice S, elle est congruente à la matrice identité, on montre qu'elle est définie positive. Chose qui n'est pas vraie sous cet état-là si on était dans le cas complexe. Si on se met dans le cas complexe, dans ce cas-là, il faudrait changer x0 et parler plutôt du transconjugué de A pour après se retrouver avec une matrice S hermitienne et pouvoir revenir dans le même raisonnement. C'est-à-dire, quelle est la partie, qu'est-ce qui est important dans le fait que c'est sur R, là, que sur les matrices symétriques? Bah, sur la positivité des valeurs propres, le fait qu'elles soient strictement positives. D'accord. C'est là que ça intervient. D'accord, ok. Donc et puis oui, positivité, puis oui, c'est vrai, et puis que les valeurs propres elles appartiennent à R. Ouais. Hein, c'est symétrique. Sinon, on ne pourrait pas les ranger. Réel. D'accord. Maintenant, et si on était... Bon, parce que là on a l'impression qu'on est sur le corps R ou le corps C, par exemple. Si on était sur un corps fini, qu'est-ce que ça ferait? Alors, sur un corps fini, quelconque Oui, ou ou un corps quelconque. Quel serait sur un corps quelconque, ni R ni C, mais par exemple, je dis Z sur PZ, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on aurait comme problème principal? Je dirais, à brûle pour point, comme ça, je dirais que
Dans R, on a la complétude, mais après, est-ce que ça intervient Ouais, aussi? alors, par exemple, si on était sur Q, Ouais. alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si A est dans GLN de Q, est-ce que notre algorithme il nous permettrait de l'inverser? Bah, pardon, le fait que le théorème... Vas-y, chasse cette mouche là. En plus, on ne doit pas la voir sur la caméra, donc on se dit, tiens, il est bizarre. On a trouvé la question compliquée là. Ici, en fait, on s'est servi du fait que notre matrice S était symétrique réelle pour pouvoir utiliser le théorème spectral. Oui, ça on en a parlé. Exactement, ça c'est vrai. Mais il y a une raison avant la raison. Bon, d'abord on part de Q parce que tu étais parti de complétude. Ouais. Alors je veux te montrer que sur Q ça va marcher encore. Ça marche encore. Alors pourquoi? Si XM est dans Mn de Q, alors en particulier il est. Pardon. Il y a une stabilité, elle est bien définie en fait, la suite. Oui. La suite est toujours bien définie. Oui. On reste dans Q, oui. Dans Mn de Q. Et sa limite? Qu'est-ce que ça va être sa limite si A est inversible dans GLN de Q? Bah, ça va être aussi un rationnel. Ça va être aussi un... Pourquoi? Ouais. Pourquoi l'inverse d'une matrice rationnelle, c'est rationnel? Il y a une formule. Il y a une formule qui donne l'inverse d'une matrice. Est-ce que tu connais cette formule? A-1 est égal à 1 avec le déterminant? Avec... Voilà, je vais dire des bêtises. Je connais pas. A transposé? Non. Ça c'est... Oui, ça c'est pour inverser un système. Mais A-1, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée. Tu connais pas? Non. De la comatrice. La comatrice. Avec la comatrice. Ouais. Bon, bah écoute, voilà, t'auras présenté. Et ben voilà. Donc déjà ça prouve que si A même était inversible, donc l'inverse il va rester. Parce que donc là tu as fait une bonne remarque déjà, c'est que la suite elle reste dans Mn de Q et même sa limite, quand on va passer à la limite, parce que l'inverse d'une matrice rationnelle reste rationnelle. Donc ici, fois transposer de la comatrice. Et la transposée de la comatrice, c'est que des multiplications. Donc voilà. Même si la matrice était... Voilà. Alors maintenant, on continue. Parce qu'on n'a pas tout à fait répondu à la question. Donc là, je viens de balayer un petit peu ce que tu racontais sur Q et la complétude. Et là maintenant, non, le problème, il est ailleurs quand on est sur un autre corps. Qu'est-ce que tu as fait sur Mn de R? Tu l'as muni? Je l'ai muni d'une norme. Voilà. Ah oui, c'est Et oui. La structure d'espace vectoriel après qui est utilisée. Oui, d'espace vectoriel normé. Normé, ouais. C'est-à-dire que les matrices ont une structure d'espace vectoriel normé et que là, sur un corps fini, tu n'as pas de norme. Tu ne vas pas avoir une norme parce que comme tu n'as pas de positivité, tu vois, c'est ce que tu avais parlé tout à l'heure de R lié à la positivité, déjà, au niveau de la norme, on va être coincé. On ne va pas pouvoir construire une norme quadratique parce qu'une norme, ça demande une certaine positivité et que cette positivité, tu ne vas pas la trouver sur les corps finis. Voilà, et déjà. Pourquoi on ne la trouve pas sur les corps finis? Parce que tu n'as pas d'ordre compatible. Parce que ça tourne. Z sur PZ, par exemple, c'est en boucle. C'est en boucle. Parce qu'en soi, c'est non plus, ce n'est pas muni, c'est un ordre, ça n'a pas muni d'un ordre total. Bah, dans C, ce qu'il y a de bien, c'est que la norme, tu vas pouvoir l'envoyer dans R, qui est ordonné, qui est un corps ordonné. Mais par contre, FP n'est pas un corps ordonné. Voilà. Okay. Donc c'est ça le premier truc. Pourquoi le UM plus 1 égale UM carré n'est pas quelque chose d'étonnant dans le cadre d'une méthode de Newton? Qu'est-ce qui est typique de la méthode de Newton qui fait que quand on voit ce carré apparaître... C'est le fait que la méthode de Newton permet d'avoir une suite qui a une convergence quadratique. Tout à fait.
En fait, on voit une convergence quadratique. Ouais. Voilà, très bien. Très très bien. Comment on montre qu'une norme 2, là, que la norme 2, elle est sous-multiplicative? Tu sais le montrer? Oui, oui. Tu sais le montrer? Faut peut-être que je regarde, ouais. Faut que je vois. Alors, si on a une matrice, bon, soit M, appartenant à Mn de R. La norme 2. Ah ouais, non, mais en fait. On va faire de M et N. M et N. Donc, on veut calculer norme 2 de M fois N. Sachant que la norme 2 de M fois N, c'est le sup des x appartenant à R puissance N de la norme quadratique de Mn fois x, M fois N fois x sur la norme également quadratique, donc là c'est norme 2 de x. Voilà. Alors fais attention où est-ce que tu prends x. Pardon. Ouais. Privé du 0 de... Oui, du 0, ouais, de Rn. Ouais. Voilà. Et nous, on aimerait montrer que ça, donc que ce sup-là, il est inférieur ou égal à sup des x privé de 0 de... C'est ça, ouais. Hop. Ouais. Fois le sup, pareil pour n. Ouais. Ouais. Bon, tac tac. Ok, donc on veut comparer des sup. Alors, moi je conseillerais d'abord de me ramener au cas où x est dans S1. Comme ça, tu élimites déjà le dénominateur. Et comme c'est homogène... Le cas où x est dans S1. S1, oui, n-1, pardon, la sphère. Ah oui, voilà, ok. Donc ici, on peut ramener facilement, c'est sup de mn de x dans S1, dans Sn-1, décidément, Sn-1, S, ouais, ou indice, ou comme tu veux, hein, Sn-1, le tout c'est de savoir que c'est dimension n-1, Voilà. et tu vas avoir donc norme 2 de mn de x. Donc norme 2 de mn, ouais. Voilà. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de sup, déjà de n de x? N de x va être inférieur à, en norme 2. Alors la norme 2 de nx montre qu'elle est inférieure à n indice 2 de n fois, simplement n indice 2 de n. Donc montrer que... oui, norme 2 de i, voilà, est inférieure à n indice 2, n indice 2, n indice 2. À n indice 2? Oui, de n. Ah! De grand n. Oui, il y a plusieurs n, alors ça... Voilà. Bah pourquoi ça, c'est vrai? C'est immédiat. Voilà, d'accord. C'est le sup. Voilà, d'accord. Maintenant, si y est de norme inférieure à a, à k par exemple, donc tu supposes que que la norme 2 de y, non, pardon, la norme 2, pas n2, la norme 2, voilà, de y, petit y, voilà, si c'est inférieur à k, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de m de y, que la norme 2 de m de y? Alors, norme 2, norme 2, non, norme 2, pas n2, voilà, de m de y est inférieure. Celle-ci, elle est inférieure à la norme 2 oui. de m. M. Ah oui, d'accord, c'est bon. C'est bon.
C'est bon. Ok. Ok. Et Y ici va jouer le rôle de... Non, non, attends, on n'a pas fini l'inégalité. Ah, L'inégalité, telle qu'elle est écrite, là, elle est fausse. Ça, c'est vrai si K est égal à 1. Parce qu'il faudrait diviser par norme 2 de Y pour que ce soit vrai, ce que tu dis. ah oui, pardon. Là, c'est dans le cas où... Oui, oui, c'est inférieur oui. à K. Donc il faut ici mettre un K quelque... Non, non, mais non. Le K, oui, il est... Oui, là, il c'est est parce que c'est la norme de X Oui. qui est égale à 1, en fait. C'est ça. D'accord? Ok. C'est bon? Donc maintenant, ça y est, c'est terminé. Hein. Donc là, ici, si on prend justement Y qui est Voilà. NX, Ouais, ouais. comme NX est inférieur au... Donc mon cas ici, ce sera ma norme Oui, de oui. N en fait. Voilà. Ouais, ouais, c'est Donc tout. ça Hein. fait- Oui, ça y est, c'est bon. Oui, oui. Ça fait N2 de N, N2 de M. Donc là, c'est bon. On voit que c'est sous-multiplicatif. Voilà. Impec. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah, bah, j'ai appris un truc encore. Ah bah oui, c'est important de ça. Bah oui, tous les trucs qu'on utilise, hein, faut savoir les faire. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas dire autrement la continuité? Bon, alors c'est vrai que Lipschitzien, ça, mais là, il y a quand même une raison très très directe de la Un continuité. polynôme en U? Oui, oui, c'est en les coordonnées de U. On les coordonnées de- Et donc, tout polynôme en les coordonnées, c'est continu. Donc là, effectivement, comme on a perdu à peu près 2 minutes hein, sur le truc, Non, ça aurait on peut pu passer être... beaucoup plus vite. On aurait pu passer un petit peu plus vite là ici. Bon, donc la continuité, ça donne tout. Et puis après, c'est bon. Comment on fait pour faire le lien entre la norme 2, N2, ce que tu as appelé N2, et puis les valeurs propres? C'est le rayon spectral. Oui. Je peux effacer peut-être Oui, un- oui, oui. Ça Oui, donc est-ce que c'était clair? Oui, oui, tu efface là, oui. Soit S appartenant à Mn de R, donc c'est une matrice réelle et symétrique. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et donc si je prends donc soit X, un vecteur propre, de S, et lambda, une valeur propre associée à X. On a que Sx est égal à lambda x par définition. Et si je multiplie à droite par transposé de x, on a lambda x transposé de x. Donc ici, on va avoir une matrice de taille n. Ouais, c'est ça. Du coup, si je passe à la norme 2, on a S x transposé de x est égal à lambda en valeur absolue, norme 2 de x transposé de x. Or, j'ai pris la norme subordonnée, donc cette quantité elle va être inférieure ou égale à la norme 2 de S, norme 2 de x transposé de x. Or, x est un vecteur propre, il est non nul, donc ça c'est la matrice non nulle, donc sa norme elle est non nulle. Donc je peux simplifier par norme 2 de x transposé de x, et on va voir que, quelle que soit la valeur propre en fait de S, elle sera toujours inférieure ou égale à norme 2 de S. Donc le rayon spectral de S est inférieur ou égal à la norme 2 de S. Ensuite, donc on a dit que elle était symétrique, enfin elle est symétrique, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée qu'on va nommer
la manière suivante. Donc ça, c'est ma base de vecteurs propres, ma base orthonormée de diagonalisation. Et du coup, bah, si je prends un x quelconque de R puissance n, il s'écrit de la manière suivante. X, je le décompose suivant cette base, c'est la somme de i égale 1 à n de x, i, de i. Et en fait, le but, ça va être d'étudier la quantité norme 2 de Sx. Donc, ici, je vais multiplier par S. J'obtiens par distributivité que ça nous fait x, i, s, e, i. Par définition du vecteur propre de S, on a x, i, lambda, i, e, i. Si je passe cette fois-ci à la norme sur Rn, la norme quadratique, ici, comme on est sur une base orthonormée, on obtient somme des xi carré lambda i carré. Cette quantité, je peux la majorer en majorant chaque lambda i carré par son rayon spectral au carré. Du coup, ça dépend plus de i. Là, on retrouve rayon spectral de S et la norme quadratique de X. Oui, pourquoi c'est la norme de carré. Oui, carré. Pourquoi c'est la norme au carré de X par rapport à la base Ça, c'est oui. Parce que je suis en base orthonormée. Voilà, parce qu'on est en base orthonormée. Très bien. Et puis donc là, ça fait... on peut dire que c'est Pythagore. Oui, c'est Pythagore. Ouais, nickel. Du coup, pareil, je me sers du fait que quoi? Ah oui, privé de... oui, donc maintenant, ça y est, c'est terminé. Hein. Voilà. La définition, par définition voilà. de la norme 2. Quel que soit x, oui, en fait, on a pour tout x appartenant à R, n privé de 0. Oui. Mon rho de S, il est supérieur ou égal à Sx2 au carré. Donc, pardon, là, il y avait un carré. J'avais oublié. Parce que c'était le lambda i au carré. Au carré, ouais. Donc, de toute façon, tout est positif. Oui. Donc là, ça va faire... Oui, non, mais ça y est, c'est bon. Ouais. Norme de x2, puis donc, du coup, on prend le max. Comme c'est vrai pour tout. Voilà. On prend le sub, et puis c'est bon. J'ai bien norme. D'accord. Très bien. Alors maintenant, des problèmes de calculabilité. Donc déjà, effectivement, c'est bien de prendre la trace de A transposé. Voilà, parce que c'est plus facilement calculable par rapport à lambda 1. Maintenant, par rapport à l'inversion, si on inverse avec Gauss, avec la méthode du pivot, ouais. Est-ce que c'est rentable ou pas? Bah, déjà, la différence entre les deux, c'est que la méthode du pivot de Gauss, c'est une méthode exacte. C'est-à-dire qu'elle va nous donner l'inverse de la matrice. Ouais. Tandis que ici, on parle de convergence. Ça veut dire que on va s'intéresser, par exemple, si on arrive à x4, oui. On va s'approcher de manière quadratique de l'inverse, sans pour autant l'être. Oui. Ça va peut-être pas dans le sens de notre méthode. Par contre, donc en termes de complexité d'algorithme, ce qui est intéressant, c'est que dans l'algorithme qu'on propose pour les calculs de xn, on calcule qu'une seule division en fait. C'est celle qui nous permet de trouver oui. notre petit a. Mmh. Et après, on n'a plus de division à faire, on n'a que des multiplications de matrices. D'accord. Donc c'est un calcul plus stable peut-être? C'est un calcul qui est plus stable. Après, c'est un calcul qui est quand même gourmand, la multiplication de matrices. Donc en termes de complexité, on est de l'ordre du 16n³ si on va jusqu'à x4. Alors pourquoi? Quand on multiplie une matrice A par une matrice B, ouais. C'est quoi la complexité du calcul? Elle doit être de...
Déjà, pour avoir un coefficient, un seul coefficient, il y a combien d'opérations? Déjà, un seul coefficient. Pour la multiplication de matrices. Ouais, 2 n cubes, ouais. Ouais. 2 n. Et pour avoir un coefficient, Ouais, pour avoir un seul coefficient. il faut que je multiplie chaque coordonnée. Donc on a n multiplications. Et ouais, donc et 2 et n-1, donc on va approximer addition, donc ça fait 2n, et comme on fait n carré, on retrouve ton 2n cube voilà, en ordre de grandeur. D'accord. Et le pivot de Gauss, c'est combien? Ça doit être du 4 tiers de n au cube, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. 2 tiers, ouais, oui, c'est ça. Alors, 2 tiers. 2 tiers. Et donc, du coup, ça reste du n au cube, hein, ça reste du n au cube, mais là, il n'y a que des multiplications. Ouais. Et puis, pourquoi ça s'appelle une méthode de quasi-Newton? Quel est le lien avec Newton? Peut-être faire un petit schéma. Oui, ouais, on peut effacer. Hein. En fait, la méthode de Newton qui s'applique sur les fonctions réelles, elle permet d'approcher le zéro d'une fonction pourvu qu'elle soit dérivable et à condition d'avoir un premier terme qui soit assez proche du zéro de la fonction. Donc, par exemple, si j'ai cette fonction-là, moi je cherche, donc c'est la fonction f, ça c'est sa courbe représentative. Donc la méthode, elle fonctionne comme ça. Si je prends pour l'instant un x0 quelconque, je vais regarder en fait la tangente de la courbe représentative de la fonction f en x0. Oui. Et mon x1, il sera ici. Donc ça veut dire que en fait on a la courbe représentative, pardon, l'équation de la tangente c'est f' en x0. Bon, on va généraliser, on va dire que c'est n et la n plus 1. f' de xn, x moins xn plus f de xn. D'accord. Et donc, que xn plus 1, bah, c'est le moment où ça s'annule. Et donc, pourvu que pour tout n appartenant à n, à chaque fois, ma dérivée elle est non nulle. En gros, si j'épargne un petit peu les calculs, on obtiendrait que xn plus 1... Ou les cas défectueux, on va dire. Ça serait xn moins... alors, tac, sur tac, f de xn sur f' de xn. Voilà. Donc ça, en fait, là, ici, dans notre cas, on a cherché à inverser une matrice ou alors un nombre, un réel. Ici, par exemple, si on cherche à inverser le réel b, on cherche 1 sur b. En fait, pour avoir cette fonction-là, on va dire qu'on prend f qui, de R dans R, qui a x associe. Moi, je sais que je veux que ça s'annule en 1 sur b. Donc, ça veut dire que j'ai xb qui est égal à 1. Donc, en fait, ma fonction elle aura cette tête-là. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais calculer donc f' de x, ça me donne b. Et ici, je vais avoir xn moins f de x, enfin f de xn, c'est ça, xb moins 1 sur b. Voilà. Et, ah oui, mais là, ça fait 1 sur b. Et voilà, ça c'est un problème. On cherche 1 sur b. Il faut connaître 1 sur b. Il faut connaître 1 sur b. Du coup, si on part du principe que justement ma suite xn, elle va tendre vers 1 sur b, et c'est là justement qu'on dit que c'est une méthode de quasi-Newton parce qu'on n'a pas exactement respecté cette récurrence-là. On va approcher 1 sur b par ma suite dxn.
Et c'est là qu'on dévie de la méthode de Newton classique. Et on aurait xn. J'ai fait. Il faut mettre un xn, voilà, c'est ça, ouais. B moins 1. Et là, on va retrouver notre 2xn moins Ouais. xn carré b. Mais ça change rien a priori. Oui, Ok. parce qu'on est en commutatif. Voilà. Donc ça nous fait xn moins xn Oui, bxn. Donc ça va plus, faire oui, ouais, plus xn, ça va faire 2xn. Oui. D'où le 2xn moins xn. Et c'est intéressant de garder plutôt cette forme-là que celle que j'aurais eue précédemment, justement parce qu'on n'a pas nécessairement la commutativité sur un. Oui, il vaut mieux rester symétrique en droite-gauche. Ouais. Nickel, allez, on va s'arrêter là. Merci.